Patrimoine du projet, tout le patrimoine du projet appartient à l'État du Sénégal à travers son bras qui est la SENTER, dirigée par le ministre Abdou Ndéné Sall. Une fois qu'on a le patrimoine, l'investissement du Sénégal, qui était un investissement à vocation initiale de rentabilité économique, il fallait aussi tirer des recettes. L'ensemble des recettes et toutes les recettes issues de l'exploitation de terre appartiennent à l'État du Sénégal et sont collectées au nom et pour le compte de la SENTER, les recettes issues de l'exploitation du projet. Après, exploiter un projet nécessite aussi des compétences, donc une montée en vitesse par rapport aux problématiques essentiellement sécuritaires et de transfert de compétences et de transfert de technologies. L'État du Sénégal s'est adossé le partenariat en assistance technique d'une référence mondiale en la matière, c'est la SNCF. Donc la SNCF, qui doit accompagner le Sénégal, a aussi utilisé un véhicule à travers une société de droit sénégalais qui s'appelle la Société d'exploitation du TER. Cette société d'exploitation du TER, la SETER, a signé avec l'État du Sénégal un contrat d'exploitation et de maintenance. Donc, il opère à la fin d'un cycle donné, à la fin du mois, à la fin de l'année, l'État rémunère la société d'exploitation, donc ses prestations, pour qu'elle puisse payer ses salaires, qu'elle puisse prendre en charge la maintenance, qu'elle puisse prendre en charge les opérations d'exploitation pour tenir le contrat de performance qui lie l'exploitant et le propriétaire du patrimoine. Donc, ce contrat de performance, je peux le résumer en deux leviers majeurs. C'est le taux de fréquentation, c'est-à-dire que le TR, son indicateur ou son marqueur de performance, c'est de garantir à tout temps un train toutes les 10 minutes à chaque gare. Un train toutes les 10 minutes à chaque gare, c'est un résultat visible, mais derrière ce résultat, il y a toute une intelligence organisationnelle, d'ordonnancement, de planification, de recrutement, de formation, de mettre les équipes en marche et consorts. Donc, mais à date, aujourd'hui, on a un train toutes les 10 minutes dans chaque gare. Premier levier du contrat de performance. Mais derrière, aussi, le taux de régularité. C'est-à-dire que l'ensemble des trains programmés, 90% des trains programmés arrivent à l'heure, et aussi partent à l'heure dans des conditions de confort définies dans le contrat de performance. C'est ça qui fait que la SETER, la société d'exploitation, est rémunérée pour ce travail-là. C'est la maintenance et consorts. L'État du Sénégal a dit, une société qui fait la maintenance, qui délivre des recettes, elle garantit aussi cette performance à travers un mode de management. Donc, les déclarations des charges de maintenance, les déclarations des recettes, l'organisation, la planification, les opérations quotidiennes, les opérations hebdomadaires, les opérations mensuelles et les grosses opérations de réparation de la plateforme tous les 5 ans, tous les 3 ans, l'État du Sénégal a dit, comme on a un management averti, a imposé à la SETER d'intégrer sa structure de management, son organe de gouvernance. Donc l'État du Sénégal a pris possession de 34% en rentrant dans le capital de la SETER. L'État est propriétaire de la SENTER à 100%, l'État est propriétaire du patrimoine, l'État est propriétaire des recettes, l'État confie à une structure l'exploitation et l'État dit mieux, pour regarder ce que vous faites de l'intérieur, je prends des parts dans votre capital. Le fait de prendre des parts dans le capital de la SETER fait que l'État du Sénégal intègre les organes de gouvernance de la SETER. Donc il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Un débat d'école maternelle. Donc c'est clair que la SETER est un exploitant. Le type de contrat d'ailleurs, dans les termes consacrés, c'est une délégation de service public. La SETER est au ferroviaire ce que SEN'EAU est à l'exploitation de l'eau. La SENTER est au ferroviaire ce que la SONES est à l'exploitation de l'eau. Donc, société de patrimoine et société d'exploitation. Mieux, dans le cas du TR, l'État
est actionnaire à hauteur de 34% oui. au niveau de la CETER. Et mieux, l'État aussi a signé un contrat de 3 ans. C'est un contrat de 3 ans qui permet d'avoir une vision, un regard et d'évaluer aussi le compagnonnage ou le partenariat. Et l'État est libre demain de dire vos performances sont bonnes ou elles ne sont pas bonnes. Et selon vous, qu'est-ce qui expliquerait ce contrat de 3 ans alors qu'ailleurs on a des contrats d'habitude beaucoup plus longs? Pourquoi l'État a opté pour cette... Oui, vous savez, quand on est en délégation de service public, en contrat d'exploitation et de maintenance, généralement, 3 ans suffisent pour faire ce qu'on appelle une clause rendez-vous. C'est cette clause rendez-vous qui permettra d'évaluer, parce que derrière, les 980 employés de la CETER, ce sont des Sénégalais. Ce sont des employés de la CETER, mais c'est des jeunes garçons et des jeunes filles de notre pays qui sont en train d'opérer cet instrument d'exploitation. D'accord. L'État du Sénégal, au bout de 3 ans, va apprécier la performance. Au bout de 3 ans, va décider sur les modes d'organes de gouvernance, mais aussi en général. On parle de rentabilité financière, rentabilité économique. La rentabilité économique, elle est consacrée. Tout le monde là sait. On n'est plus dans le débat du coût, maintenant, c'est la paternité. La rentabilité financière, dans ce type de projet, pour équilibrer les charges d'exploitation et les charges d'exploitation et les recettes équilibrées, donc les recettes et les charges d'exploitation, l'équilibre se fait à N+3. Dans tout projet, il y a une démarche graduelle pour équilibrer les recettes et les charges d'exploitation. Donc c'est ça qui justifie le N+3 d'une part, et d'autre part la montée en puissance de l'expertise sénégalaise dans le corpus d'exploitation, de gouvernance et de gestion. Et donc vous, aujourd'hui, avec le recul et la hauteur que vous avez sur ce projet-là, comment vous expliquez un peu cette polémique, mais qui enfle depuis un pays tiers? Vous savez, il y a un glissement sémantique dans l'appréciation que certaines personnes qui probablement prennent le train tous les jours et qui avaient aussi pensé que les Sénégalais ne prendraient jamais le TER. Le TER a bien sifflé, le TER satisfait les Sénégalais. Il y a un taux d'affluence énorme. Le président Macky Sall a consacré un tarif quasi social. Le ministère, donc la CNTR, a commandé 7 autres rames. On est parti d'un projet qui était réputé cher, qui ne répondait pas aux performances. On a vu un projet qui tient largement la comparaison aux standards internationaux en la matière. Nous avons vu un projet qui a un taux de fréquentation extrêmement performant et qui satisfait aux Sénégalais tant du point de vue du taille que du confort. Et puis la sémantique, la critique, elle évolue. Maintenant, on dit que le train n'appartient plus aux Sénégalais. Au Sénégal, pardon. C'est ça le sujet. D'autres débats sortiront. Je suis convaincu que ce débat, avec les réponses apportées par le gouvernement, le débat a le mérite d'être clair. Je ne sais pas si ce sera clos. Probablement, on va encore évoluer vers d'autres sémantiques de critique. Quand on entend les propos des uns et des autres, on comprend en filigrane qu'il pourrait s'agir d'une guerre entre entreprises françaises dont le Sénégal n'est qu'une victime collatérale. Non, je pense qu'effectivement, si ce débat tel qu'il a été posé vient d'un organe de presse tel que cela a été cité, Le Figaro, probablement, moi je pense que c'est une guerre entre la SNCF et ses détracteurs. L'État du Sénégal a choisi le meilleur en la matière pour répondre à la problématique sécuritaire d'un ferroviaire électrique à grande vitesse qui circule dans une zone densément peuplée avec un taux de fréquence une capacité de 110 000 voyageurs par jour, qui est aujourd'hui à 75 000 voyageurs par jour par rapport à son planning, sur le plan de charge et le modèle d'affaires. Parce que j'ai entendu parler de retard. Un retard, c'est par rapport à un agenda. Le TER n'est pas en retard, tant du point de vue de sa fréquentation, tant du point de vue de ses recettes, parce que le modèle d'affaires est aujourd'hui en ligne avec ce que nous voyons aujourd'hui sur le terrain. Merci beaucoup. C'était une fenêtre ouverte sur le débat sur le TER, mais je rappelle que le prétexte de votre venue ici, c'est un peu l'enrôlement, la fête que vous offrez à ces 2000 jeunes recrutés récemment dans les métiers portuaires que vous fêtez ce soir. Vous pouvez revenir un peu sur ce projet d'enrôlement d'autant de jeunes. C'est quand même historique pour le port autonome de Dakar. Merci. Vous savez, son Excellence le président Macky Sall avait mis en place une commission pilotée par le Premier ministre
pour répondre à la problématique de la vie chère. Donc c'est important de repartir sur cette référence historique du 27 septembre 2022 lors du Conseil présidentiel sur la vie chère. Le port autonome de Dakar s'était imposé au cœur de la problématique nationale à travers les soucis liés à la congestion. Donc il arrivait que les navires restaient en rade plus de 2 mois à 40 jours avec donc des charges énormes de l'ordre de $35 000 par jour par navire. La commande présidentielle était essentiellement portée pour le port autonome de Dakar, de décongestionner et de ramener à la maison les milliers de tonnes de riz, d'huile, de sucre, donc les denrées de première nécessité et tous les intrants industriels à la maison à moindre coût. Un plan de contingence a été conduit rapidement pour apporter des réponses. Au bout de 4 semaines, plus aucun navire transportant ou portant des cargaisons de matières de consommation de première nécessité en rade. Les navires aujourd'hui, à 1 semaine avant d'arriver dans les eaux sénégalaises, savent exactement sur quel quai ils vont accoster. Pendant cette période-là, ce type d'activité qui a permis de décharger sur le 4e trimestre, en moins de 6 semaines, 300 000 tonnes de riz, soit la moitié du stock de sécurité nationale du pays, a été observé pendant le 4e trimestre de 2022. Plus tous les intrants, on était à des cadences incroyables. On avait trouvé 183 navires en rade, on les a tous évacués et ça a créé un appel d'air. Il y avait donc des tensions fortes quant à la recherche de main-d'œuvre. Le port autonome de Dakar n'a jamais vu ça auparavant. On tournait autour de 2000 agents manutentionnaires, donc des dockers. Au niveau du port, on est monté à des flèches incroyables et donc ce gap a nécessité de lancer une opération d'enrôlement par les syndicats des bureaux d'embauche de main-d'œuvre, SATS et Sympos. Ils ont lancé un enrôlement. Le besoin était de 2000 dockers. Nous avons enrôlé 3000 dockers. C'est pour les besoins de recrutement des sociétés et des bureaux d'embauche de main-d'œuvre au niveau du port autonome de Dakar. Ces 3000 jeunes ne sont pas des employés du port autonome de Dakar, mais ce sont des acteurs clés dans la communauté portuaire. On a lancé aussi, on a conçu avec les experts, notamment le centre de formation des métiers portuaires et de la logistique et le 3FPT, des curricula de formation. Nous sommes dans une dynamique de promotion des métiers portuaires. Donc ces jeunes ont tous été formés. Ces jeunes ont tous été formés. Nous sommes sur une cadence de 8 classes par semaine et chaque classe, en fonction des types de métiers, font la formation entre 5 et 10 jours. Oui. On parle de dockers, donc c'est le terme générique, mais à l'intérieur, il y a plusieurs métiers. C'est des métiers portuaires, c'est des grutiers, c'est des lamineurs, il s'agit de taxateurs, donc des gens qui surveillent les performances des navires. C'est vraiment des jeunes qui ont été formés sur les métiers portuaires et qui organisent le déchargement des navires en fonction des équipements disponibles pour lesquels on leur fait la formation. C'est un environnement dangereux, à risque, qui nécessite donc des réflexes métiers. C'est pourquoi on a fait passer tout le monde à travers des curricula de formation au niveau du centre de formation. Vous terminez votre formation, vous avez votre certificat, vous intégrez directement l'emploi au niveau du port. Donc ce matin, 2000 jeunes ont intégré le port autonome de Dakar dans les différents métiers des agents portuaires. Pour cela, nous avons, dans la dynamique de garder la cohérence, on a regroupé ces 3000 jeunes enrôlés, dont 2000 besoins, parce que c'est en volant qu'on tire, pour faire le point avec eux, avec les formateurs, parce que nous avons aussi utilisé des anciens cadres du port autonome de Dakar, des experts dans le domaine maritime, c'est eux qui ont conçu les modules de formation et qui les ont délivrés dans des conditions d'organisation pédagogique avec des outils didactiques adaptés. Vous faites la formation théorique au centre, les navires sont là, les grues sont là, on vous amène au niveau du port pour faire la formation pratique. Donc ils sont aujourd'hui aptes à intégrer l'environnement portuaire. Mieux, c'est pour préparer aussi les projets ferroviaire du président Macky Sall. La ressource humaine compétente, bien préparée,
Aujourd'hui, le port autonome de Dakar sert de laboratoire pour préparer les ressources à venir pour le port de Ndayane, pour le port de Bargny-Sendou et les ports régionaux dans les standards internationaux qui définissent aujourd'hui les résultats exceptionnels du plan de contingence. Mieux, le plan de contingence est infini. Le président Macky Sall avait déjà évoqué et instruit le Premier ministre Amadou Ba lors du Conseil des ministres du 12 octobre 2022 de réunir autour de lui les acteurs portuaires pour l'exécution du plan d'urgence. Nous partons d'un plan de contingence qui a permis de décongestionner, qui a permis de libérer les espaces, les terre-pleins, vers un plan d'urgence qui va consacrer la mise à niveau à minima de l'infrastructure portuaire. Parce qu'il est extrêmement important de savoir que sur le schéma actuel, le port de Ndayane est attendu dans 48 mois. Mais on va y revenir. Ce sera un gros bassin d'emploi sur ces 48 mois en matière d'exécution de projets majeurs. Il est important aussi de comprendre qu'il y a un besoin de mutualisation entre le port autonome de Dakar et les ports secondaires, et notamment aussi le port de Bargny-Sendou. C'est tout ça qui fait qu'on va injecter sur l'infrastructure portuaire à minima une mise à niveau afin de tenir la croissance de l'ordre de 6 à 8% d'une année à une autre du trafic. Parce que Dakar devient une plateforme fréquentable. Dakar est aujourd'hui une plateforme compétitive. Nous avons remarqué d'ailleurs les semaines passées 23 navires qui avaient pour destination Abidjan afin de déposer leurs marchandises au Mali ont décidé de revenir à Dakar. La course entre Dakar et Abidjan, c'est bien sûr. Le port est devenu de plus en plus, plus compétitif que jamais. Vous l'avez dit, le plan de contingence, aujourd'hui le plan d'urgence, l'objectif, c'est d'être un levier principal de la croissance. On sait que le président table sur 2 chiffres dans un court terme. Mais on le sait, vous, votre objectif majeur, c'est de réussir ce hub portuaire qui tient tant à cœur au chef d'État. Absolument. Le hub portuaire, aujourd'hui, en fait, les ports flèchent leur activité sur la sous-région. Aucun port ne peut bâtir actuellement son activité et équilibrer ses charges si on est dans des dynamiques, des standards internationaux, en ciblant le marché, le territoire douanier national. Nous devons desservir Bamako, nous devons tirer des navires qui vont aller dans la sous-région faire du transbordement à Dakar, nous devons tirer aussi les modèles d'affaires pour pouvoir avoir des partenaires sérieux, de qualité de signature irréprochable pour pouvoir travailler avec des concessions modernes. C'est ça qui justifie le besoin d'aller vers un hub portuaire. Le hub sert d'une part le marché national, le hub sert d'autre part aussi les marchandises en transit. Nous devons aller au Mali et conserver notre potentiel fiabilisé sur le Mali à hauteur de 70% du trafic malien passe par Dakar. Arrivé au Mali ou à Bamako, on doit aussi tirer vers le Burkina Faso, qui est aussi un pays enclavé dans l'interland. Tirer vers les zones proches. C'est-à-dire qu'on doit aussi fédérer la Guinée-Bissau à travers les marchandises d'Acajou pour pouvoir passer par le port de Ziguinchor, rallier Dakar. Nous devons aussi pouvoir contenir le trafic malien à Kaolack, parce que le port de Kaolack est désormais sous tutelle du port autonome de Dakar. Donc nous devons aussi préparer l'avènement pétrole et gaz, parce que le président Macky Sall a une ambition forte de tirer le taux de croissance de notre PIB pour 2023 à 2 chiffres, 10,1%. Et pour cela aussi, on est le levier majeur est celui des projets présidentiels, tant du point de vue pétrole et gaz, du point de vue ferroviaire, le BRT, les parcs industriels. Nous devons aussi travailler sur ces schémas-là. Donc, pour le port de Saint-Louis, avoir une dynamique de pouvoir préparer le service de qualité pour les plateformes pétrolières. C'est ça la dimension du hub portuaire. Et nous lui avons aussi donné un autre qualificatif, le hub portuaire et maritime. Le portuaire et maritime. Vous avez le port de Ndayane en charge. C'est un de vos projets les plus marquants, forcément les plus marquants de votre magistère au port autonome de Dakar, certainement. Quels sont un peu les contours de ce projet? Je pense, comme vous l'avez dit, c'est la Rolls-Royce du portuaire dans la sous-région. C'est un port multifonction en eau profonde qui va consacrer des tirants d'eau de moins 18 mètres et qui permettra
les plus grands navires au monde de venir accoster à Dakar, faire du transbordement d'une part, mais d'autre part aussi, on l'a dit dans nos différentes sorties, 95% des conteneurs qui arrivent à Dakar repartent vides. Donc nous avons conçu le port multifonction de Ndayane, port orienté activité conteneurs, roulier et quelques infrastructures maritimes communes, avec une grande plateforme industrielle sur 1200 hectares pour pouvoir préparer l'industrie, la petite et la moyenne entreprise pour des marchés export sécurisés afin que les conteneurs des grands navires qui arrivent, les Panamax, donc c'est des navires qui transportent jusqu'à 60 000 conteneurs. Un navire Panamax qui accoste à Dakar, qui amène 60 000 conteneurs, c'est l'équivalent à peu près de 15 navires sur le schéma classique avec des tirants d'eau de 8 mètres ou de 10 mètres. Donc le port de Ndayane nous embarque dans une autre échelle, un changement de paradigme. Ouais. Donc vous avez parfaitement raison, c'est véritablement le marqueur le plus significatif du président Macky Sall dans le hub portuaire et maritime. Ce projet a consacré la finalisation du véhicule contractuel. Donc DP World est partenaire de l'État du Sénégal et ce projet DP World, le port de Ndayane, l'État du Sénégal est désormais actionnaire à hauteur de 40%. L'État du Sénégal qui a signé une concession avec DP World. Première concession, c'est sur le port de Dakar. L'extension, c'est le port de Ndayane. L'État du Sénégal est actionnaire à hauteur de 40%. Donc, on devient un partenaire majeur. Au-delà de la minorité de blocage, on va aussi intégrer les organes de gouvernance de DP World. Donc, nous sommes actuellement en train de finaliser les commissions de conciliation pour libérer les assiettes foncières, mais aussi lever un certain nombre de diligences pour pouvoir démarrer les travaux nobles au niveau de ce chantier maritime. Et ce sera incroyable. Pour quand le démarrage des travaux? Les démarrages des travaux sont prévus le 28 février 2023. C'est un chantier énorme en fonction des zones, mais mieux, la clôture et la sécurisation de l'assiette foncière est déjà en cours. Donc nous sommes en train de concilier. Nous allons retourner d'ailleurs en Ndayane cette semaine pour rencontrer les populations, rassurer les personnes qui sont impactées par le projet, leur expliquer les tenants et les aboutissants de ce projet majeur, dont les grands marqueurs du président Macky Sall. Il y a quelques semaines, par décret présidentiel, le chef de l'État vous donnait aussi la tutelle des ports régionaux. C'est pour mettre quoi, de la cohérence dans tous ces schémas Oui, nous réjouissons donc, de cette mesure importante pour le secteur donc, portuaire. Les ports, dans la dynamique commerciale de tirer l'économie du pays, on a besoin de consacrer des mutualisations en fonction des composantes, mais aussi des missions des ports, mais aussi des spécificités économiques des terroirs. Vous avez Kaolack a des spécificités économiques, il y a l'économie du sel, il y a la proximité avec le Mali par voie terrestre, si c'est le cas, mais la meilleure option, c'est la voie ferroviaire. Nous avons aussi à Ziguinchor toute une économie d'une région importante de notre pays, mais aussi le voisinage avec donc, la Guinée-Bissau, avec donc des activités extrêmement importantes où il y a des spéculations majeures du point de vue des intrants de notre économie. Donc, une réflexion de haut niveau qui tienne le chapeau à partir de la mutualisation de ces ports permet de tenir définitivement le succès du hub portuaire et maritime du président Macky Sall. Et le dernier mot, on l'a dit, vous étiez là pour dans le cadre de la fête que vous adressez à ces 2000, ces 3000 recrues dans les métiers portuaires. Peut-être ils sont plus nombreux que ça, les jeunes qui avaient demandé à intégrer le port. Il y a 3000 qui ont été pris, mais on peut espérer que pour l'avenir, pour tous ces projets-là en perspective, que des milliers de jeunes vont absolument. Nous sommes sur juste le tiroir des métiers portuaires à formation qualifiante, avec des compétences rapides à intégrer sur des modules de formation de 5 à 10 jours. Nous allons travailler, vous l'avez vu, on a fait une promotion des métiers portuaires, les pilotes au niveau du port, on a les lamaneurs, on a travaillé sur
toutes ces personnes, les manutentionnaires. Il y a de la matière pour les jeunes. La requalification de la flotte de transport. On a travaillé sur les grutiers. On a optimisé aussi les opérations techniques de manutention pour que les navires qui faisaient 8 jours à Dakar ne font aujourd'hui que 2 jours. Nous avons aussi optimisé les modes de transport. Donc c'est tout ça qui fait que l'assiette de besoins en ressources humaines s'élargit. Nous avions besoin de 2000 jeunes dans les métiers portuaires qui émanent de l'appel d'air naissant des dernières performances du port. Absolument. Nous avons enrôlé 3000. Les 2000 intègrent le port autonome de Dakar. Nous allons fêter ce marqueur important de notre succès. Et les prochains enjeux portent sur rendre parents les équilibres fragiles sur lesquels nous sommes assis aujourd'hui pour préparer l'avenir à travers une infrastructure portuaire solide, mise à niveau, à travers une batterie de compétences bien préparées, averties pour tenir les perspectives de notre organisation avec la communauté portuaire. Je l'ai bien dit la dernière fois, le port autonome de Dakar, c'est une communauté. C'est une communauté portuaire. C'est les armateurs, ce sont les concessionnaires, ce sont les importateurs, ce sont les manutentionnaires, ce sont les transitaires, ce sont les douaniers, ce sont les gendarmes. Ils ont été tous d'un apport important dans cette réussite-là. Absolument. C'est toute une communauté qui a travaillé ensemble dans la même direction et qui a eu une même compréhension donc, des besoins et des enjeux. C'est ça qui a permis ce résultat-là. C'est cette communauté qui fête aujourd'hui ces 2000 jeunes qui intègre donc le port autonome de Dakar. Et qui va rester un acteur majeur du PAP 3. Absolument, absolument. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci.